Sud Radio, service compris, Laurence Perrault. Toujours avec vous dans Service Compris sur Sud Radio avec le deuxième sujet de notre rendez-vous. On va parler travail avec Anna Fernandez d'Energy Coaching. Bonjour Anna. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et on va parler en particulier de travail pour nous les femmes, surtout lorsqu'on est à la recherche d'un emploi. Comment réussir quand on est une femme, comment faire tomber les clichés, les poncifs qui souvent peuvent avoir un effet négatif sur la confiance qu'une femme s'accorde, surtout quand elle est à la recherche d'un emploi. Est-il encore aujourd'hui plus compliqué pour une femme de trouver un emploi comparé aux hommes? Tous les conseils, les outils, c'est maintenant 0826 300 300 et bien sûr vous êtes attendus pour témoigner ou poser vos questions à Anna Fernandez d'Energy Coaching. Alors, première question Anna, c'est peut-être un poncif, mais c'est peut-être aussi une réalité. C'est compliqué quand on est une femme, quand on est à la recherche d'un emploi. Alors, il y a deux choses. La réalité du marché, c'est peut-être, oui, c'est compliqué, on va le voir, mais je dirais que c'est surtout la réalité interne que nous avons toutes, ou certaines d'entre nous, à se dire ça va être plus difficile pour moi que pour un homme. À diplôme équivalent, à formation équivalent et à expérience équivalent, voire âge. Donc, je dirais il y a déjà des freins externes qu'on subit. La mixité et la parité, en théorie, oui. Dans la réalité, nous le savons toutes et tous que c'est pas une vraie réalité en entreprise. Certaines essayent. La nouvelle génération pousse à ça. La nouvelle génération de candidats, de salariés pousse à ça. Mais c'est vrai que nous avons un énorme préjugé, c'est qu'on est mère avant d'être une vraie professionnelle. Donc souvent ça fait déjà arrêter un préjugé très important des hommes où les hommes dirigeants, les hommes décideurs se disent voilà, une femme ne pourra pas manager des hommes, ne pourra pas gérer des personnalités difficiles, elle a le congé maternité assuré, donc ça fait un arrêt, voire plusieurs fois dans sa vie professionnelle, et puis elle va pas savoir gérer ses émotions. Voilà, parce que ils ont les images de leur mère, ou épouse, sœur, qui fait. Donc déjà il y a des freins externes. Ce qui nous aide pas non plus, c'est les freins internes. C'est surtout ceux-là qui sont les nôtres. Les nôtres, voilà. D'ailleurs, quelqu'un dit assez justement que le pire ennemi que l'on ait, pour faire quelque chose, c'est soi-même. C'est soi-même. C'est les pensées dites toxiques qu'on se dit sur nous-mêmes. Et alors là, donc ces freins internes sont vraiment de différents ordres. Le premier, la plus grosse crainte, c'est de pas pouvoir concilier vie perso et vie professionnelle. L'autre, c'est de pas être à la hauteur. Souvent, quand on propose un poste au potentiel ou de management d'une femme, la femme va se dire mais il faut que je sois à 120% compétente pour le réussir, alors qu'un homme va peut-être se dire à 60%, 70%. Oui, il se posera même peut-être pas la question. Ou quand il se pose la question, il dit à 60%, je vais l'assurer, donc je dis oui à la promotion. Une femme se dit est-ce que je dis vraiment oui, est-ce que je vais être vraiment capable? Donc c'est toujours ce côté perfectionniste de se donner encore plus, de se dire je ne suis pas à la hauteur. Ça, c'est important. On va continuer évidemment, Anna, parce qu'il y a tellement de choses à dire et vous êtes avec nous dans Service Compris sur Sud Radio. Pas de souci pour en parler. Place à vos questions, place à vos témoignages aussi. Vous, en tant que femme, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi où vous avez effectivement, lorsque vous avez cherché votre emploi que vous avez trouvé aujourd'hui, découvert que c'était pas si simple en tant que femme. C'est Isabelle qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurence. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous. Merci. Moi, je voulais poser une question au sujet du plafond de verre. Oui. C'est ce fameux plafond qui limite, a priori, la progression dans la hiérarchie, surtout pour une femme, puisque finalement, les responsabilités professionnelles sont parfois et même souvent incompatibles avec les contraintes familiales. Vous en parliez. On est aussi accessoirement mère de famille, et c'est vrai que les femmes sont forcément, quand elles veulent s'occuper de leurs enfants et finalement ne pas les confier à des nounous, elles sont de fait beaucoup moins disponibles dans le milieu du travail. Et est-ce qu'on peut pas réfléchir à une loi qui limiterait par exemple, les réunions pour les mères de famille au-delà de 17h30. Alors, moi je dirais, je vais être au même titre que le droit à la déconnexion. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, moi je pourrais vous présenter des papas qui refusent d'aller en réunion après 19h parce que c'est eux qui gèrent leur enfant. Donc, vous savez qu'il y a souvent des règlements. Attendez, on vous a pas entendu, Isabelle. Pardon. Je dis que je connais aussi quelques pères de famille qui prennent le rôle de la maman où les rôles sont un petit peu inversés, mais je n'en connais quand même pas beaucoup. Non, on est d'accord, mais voilà. Il faut le savoir, c'est que beaucoup de sociétés mettent en place le règlement intérieur disant que, par exemple, des réunions ne peuvent pas commencer à partir de 17h pour surtout ne pas se terminer au-delà de 19h. Ça, c'est la théorie.
Après, dans la pratique, quand il y a des coups de charrette, un fournisseur ou un client qu'il faut recevoir, on va dépasser ces horaires. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau de la loi, je dirais que c'est plutôt au niveau de chaque entreprise et c'est au niveau surtout d'un aménagement de leur organisation. Alors, il y a l'horaire qui est possible, il y a l'aménagement du temps de travail dans l'équipe, qui peut remplacer qui à certaines réunions, donc ça je l'entends très bien. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a maintenant des outils technologiques de télétravail et les outils technologiques également de faire des conférences, des visioconférences qui aujourd'hui sont accessibles, qui ne l'étaient pas il y a quelques années. Oui. Donc c'est sûr que quand on met en place une organisation en entreprise pour gérer, on va dire, ces rôles de maman et de salarié ou de papa et de salarié, il faut pas que ça nuise à la productivité, ni à l'implication des salariés. C'est ça le frein aujourd'hui également des entreprises et même des personnes, donc notamment des femmes, puisqu'elles se disent qu'il faut toujours qu'elles fassent leurs preuves en tant que femmes et de manager notamment des anciens collègues ou la jalousie face à d'autres femmes. Il faut qu'elles en fassent toujours plus. Et on le sait, si vous êtes maman et salarié, on a toujours toute une impression d'avoir une deuxième vie après le travail. C'est-à-dire qu'on travaille, on arrive à la maison, on a un deuxième travail qui nous attend. Alors, voir une troisième le soir avec le mari. Ça, normalement, c'est pas désagréable non plus, ça. Non, mais Isabelle et Anna, je voudrais pas non plus que notre émission donne la sensation qu'on ne parle que, comment vous dire les choses? Ok, on sait qu'il y a une réalité auprès de la femme du travail. Les choses me semblent quand même évoluer ou je me trompe totalement? Je voudrais pas qu'on donne cette image de... Alors, ça évolue plus doucement. Parce que moi, j'ai suis allée voir les chiffres du chômage. Oui. Ça y est, on est à l'équilibre. Il y a pratiquement autant d'hommes au chômage à quelques chiffres près que de femmes, alors qu'avant c'était beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, beaucoup plus de femmes que d'hommes, plus de seniors que de juniors. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un niveau qui se met à peu près au même style. Ça s'équilibre. Ça s'équilibre, voilà. Mais je dirais que ça commence à évoluer, mais ça va beaucoup plus doucement, même avec la nouvelle génération. Elle le voit, les niveaux de salaire, les niveaux de promotion. On a quand même cet impact très européen, voire méditerranéen, où la femme doit faire beaucoup plus pour réussir. Mais ça relève aussi toujours de l'organisation. C'est vraiment important, l'organisation que soi-même on installe. Pour ma part, j'ai travaillé dans un groupe automobile, donc très masculin, avec des équipes à gérer. Je ne travaillais pas le mercredi. À l'arrivée de mon troisième enfant. Et en fait, j'avais mis en place une organisation de fait que le mercredi, rien ne s'arrêtait parce que je n'étais pas là. Et donc, ça tournait. Mais c'était un modus vivendi que j'avais mis en place avec mon équipe et avec ma hiérarchie pour les rassurer tous que l'équipe, le service sera assuré au même niveau. Et ils étaient même étonnés qu'en fait, on tenait encore mieux les délais. Parce qu'on était tous, c'est vrai, dans le challenge de la réussite. Mais c'est de l'organisation, vraiment. Isabelle, vous nous parlez du plafond de verre. C'est un terme, effectivement, qui est fortement utilisé. On peut le faire briser, on peut le faire exploser. Alors, Isabelle, vous le pensez? Dans les faits, franchement, j'y crois pas du tout. Alors, Anna. Je pense qu'il est très, très, très présent, même si dans les entreprises écrivent des textes ou dans les accords inter-entreprises ou avec les salariés, c'est toujours vous avez des réunions qui vous tombent régulièrement à 17h qui sont données par des hommes, et les N+1, N+2, etc. Et c'est très compliqué de dire non, je peux pas, 17h, voilà. Alors, il faut peut-être trouver une entreprise où il y a que des femmes. Alors non, parce que souvent la compétition entre femmes, ça peut être oui, mais elles sont plus dans la compréhension des rythmes de vie de la femme. Alors il y en a certaines qui vous diront que non, parce que c'est à celle qui va montrer le plus d'implication et donc de présence. Et de travail et d'engagement et de disponibilité qui fait qu'il y a une course un peu à la meilleure pour écraser les autres. Donc je ne suis pas sûre que le fait d'être dans un environnement que féminin n'aide. Alors revenons sur le plafond de verre. Donc je répète, je pense qu'il y a l'organisation et après c'est aussi l'image qu'on a de soi-même et l'image qu'on voudrait que les autres aient de nous. C'est vraiment de s'écouter. C'est deux choses différentes. Voilà, c'est de mettre un peu de côté notre ego, l'image qu'on donne. C'est pas parce que vous dites non à une fois à une réunion et qu'elle se passe, la réunion sans vous et que le lendemain vous voyez le compte rendu, il y a des actions, des décisions qui ont été prises. Vous verrez que si vous êtes un pilier, un pivot important de l'équipe et de la réunion, on vous fera pas le coup une deuxième fois de refaire une réunion à une heure peut-être tardive. Alors, vous allez bien sûr culpabiliser sur le moment. Peut-être que votre chef vous fera mine triste le lendemain. Mais si vous tenez vos objectifs, voire même surtout les dépasser,
on va pas vous le reprocher obligatoirement. Mais je suis d'accord, c'est de la ténacité. C'est de pousser et de montrer que, pas parce que vous partez à 18h, 18h30 pour des raisons de crèche ou de nounou, que votre travail n'est pas fait ou moins bien fait. Voilà, ça c'est un des premiers conseils. Il y en aura d'autres dans notre service compris spécial. Retrouver un travail ou être bien dans son milieu professionnel lorsqu'on est une femme. Dans quelques instants d'ailleurs. Isabelle, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, passez une belle journée avec Sud Radio et service compris. Nous avons beaucoup de monde au standard. Manon attend d'ici quelques instants. On aura le plaisir de la rencontrer également puisque c'est un sujet, évidemment, même si beaucoup disent « Oh, il y en a marre de parler que de ça, c'est impensif », mais c'est une telle réalité. Oui. Je voudrais qu'on donne quelques conseils à ce moment de l'émission pour celles qui recherchent un emploi et qui ont peut-être un manque de confiance en elles. Alors voilà, dans ceux qui ont un peu un manque de confiance en elles, moi j'ai des petits trucs, mais alors qui fonctionnent, je trouve. C'est avant chaque entretien, se rappeler pourquoi on a été la meilleure pendant son parcours professionnel, se rappeler ses succès, ses réalisations, c'est se rappeler quand on l'a complimenté dans son parcours, même au niveau de la formation, et se dire voilà, j'ai été convoquée, je suis convoquée à un entretien de recrutement. Il y a peut-être des hommes, il y a peut-être d'autres femmes évidemment, mais c'est moi qu'on a appelé. Donc c'est de se rappeler pourquoi j'ai été la meilleure à mon époque, venir habiller de façon, l'apparence, on en parlait l'autre jour, est très importante, de façon très traditionnelle, mais qui fasse du sérieux dans les bijoux, dans le côté féminin, et d'être assuré, d'être bien dans ses baskets en présentant son parcours. Voilà. Rien ne minimiser rien du tout. Les femmes auraient parfois tendance à minimiser leur succès et leur parcours et dire ce que vous avez mis en place. Donc par exemple, je suis la veille ou l'avant-veille ou une semaine avant un rendez-vous et j'ai envie de ce boulot-là. Oui. Je me prends le temps qu'il faut, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, un jour où je suis un peu toute seule. Je mets sur papier blanc toutes mes réalisations positives. Ouais, de quoi j'étais fière, comment je les ai relevées, quelle était la difficulté de l'époque et que j'ai su la surmonter pour la vendre, pour mieux se vendre. Et travailler bien l'entreprise pour laquelle vous allez passer un entretien et voir si dans les valeurs qu'ils véhiculent, elles correspondent aux vôtres, ou dans le produit, ou dans le service, ou dans le lieu géographique, quelles que soient les raisons, que votre interlocuteur en face se dit, elle a vraiment bien travaillé le dossier. Elle vient pas en touriste. Aucun candidat homme ne vient en touriste. Certains viendront, mais aucun candidat femme ne doit venir également en touriste. C'est très important. Anna Fernandez d'Energy Coaching, et question qui va peut-être vous paraître un peu brutale, qui me traverse l'esprit. Est-ce que dans le monde du travail aujourd'hui, il y a un profil type de la femme préférée des entreprises pour être engagée ou non? Non, si vous pensez au faciès ou à l'apparence. Non, profil personnalité. Non, je dirais alors quelqu'un de plus introverti, mais c'est comme chez les hommes, quelqu'un de plus introverti ou un peu plus timide, on va se dire il va pas oser manager une équipe, comment il va prendre sa place dans l'équipe, mais ce poncif, on pourrait le dire également pour un homme. Donc non, une femme doit être simplement fière d'être là, être assurée et rassurante sur son parcours, le pourquoi elle a répondu à cette offre, pourquoi elle a fait une candidature spontanée, à quoi elle est prête en termes d'évolution de poste. Jusqu'à maintenant, peut-être elle stagnait et c'est quelqu'un qui veut monter et qui peut démontrer des résultats concrets, qui a des références. Je dirais, alors ça c'est le côté très féministe que je suis, il n'y a pas de différence entre un candidat homme et un candidat femme. D'accord. C'est très très important que vos interlocuteurs sachez que dans les recruteurs, vous avez soit des femmes, soit des hommes. Bien sûr. Donc, une femme va pas apprécier, je pense, qu'une femme se minimise par rapport à un autre homme qui va se valoriser. Donc, surtout ne pas faire de différence. Vous êtes là comme tout à chacun. Alors c'est important ce sujet que l'on a voulu dans Service Compris avec vous, Anna Fernandez d'Energy Coaching. Que dites-vous et comment travaillez-vous avec les femmes qui viennent vous voir? Et alors, question subsidiaire, y a-t-il plus de femmes qui viennent vous voir chez Energy Coaching que d'hommes? Alors, il y a quelques années, j'aurais dit oui. J'avais nettement plus de femmes qui osaient remettre un peu en cause leur communication en entretien de recrutement, leur façon de faire le CV, leur façon de faire du réseautage. Et là, je vois bien la différence depuis 2 ou 3 ans nettement. J'ai autant d'hommes que de femmes, autant de juniors hommes-femmes que de seniors hommes-femmes. Les seniors hommes ne venaient pas obligatoirement vers du coaching. Seniors à partir de 45 par la loi. Là, mais ça fait drôle ça. Après 45 ans, vous êtes considéré senior. Par la loi, oui, déjà à l'origine, ça devrait être revu et corrigé ce mot. Oui. Parce que c'est franchement pas cool quoi. Non, c'est pas cool. On est d'accord entre nous. Tout à fait. Non mais c'est dingue. 45 ans, vous êtes considéré comme étant senior dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, aussi bien les hommes que les femmes remettent en cause et se disent ma façon de chercher un emploi, ma façon d'évoluer professionnellement est perfectible.
Donc je peux faire appel à une professionnelle. Allez, on va continuer de parler avec vous, Anna Fernandez d'Energy Coaching, donc coach pour nous aider à retrouver du boulot et en tout cas nous donner les meilleures pistes pour le faire. En particulier, on parle des femmes dans Service Compris sur Sud Radio. Vous, voilà, quel est votre parcours? Vous voulez témoigner ou poser vos questions à Anna Fernandez? Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, Service Compris, Laurence Perrault. Service Compris continue évidemment sur Sud Radio tous les midis tous les jours de midi à 14h exactement sur Sud Radio, cette émission qui nous permet d'évoquer tous les sujets de notre quotidien et vous êtes toujours les bienvenus puisque c'est notre rendez-vous 0826 300 300 pour intervenir, poser vos questions, témoigner puisque vous savez comment je fonctionne. Je trouve que nos expériences de vie peuvent servir également au plus grand nombre. Aujourd'hui avec Anna Fernandez d'Energy Coaching, eh bien nous évoquons le fait de retrouver un emploi, surtout quand on est une femme. Comment réussir quand on est une femme, ça c'est important. Et puis surtout comment réussir à être heureuse dans son métier. C'est pas spécialement comment réussir à être chef d'entreprise. C'est pas du tout le propos de cette émission. Conseils et outils 0826 300 300 avec vous, Anna Fernandez. Et je vous propose tout de suite d'accueillir Maëlys qui nous rejoint au standard de Sud Radio. Bonjour Maëlys. Oui, bonjour. Oh, quelle jolie voix. Bonjour Maëlys. C'est très agréable. On vous écoute Maëlys. Oui, alors j'avais une question et je voulais savoir, donc, est-ce qu'une salariée enceinte peut refuser d'effectuer certaines tâches spécifiques? Alors, un exemple concret ou que ce soit porter des choses lourdes ou alors, oui, enfin... peut-elle refuser sans craindre... de perdre son emploi. Ou une sanction. C'est ça Maëlys? Oui, pardon. Oui. D'accord. Pardon, Anna Fernandez. Alors, moi, je dirais oui, en tant que femme, vous pouvez refuser. Après, ils font toujours très attention dans les cas de grossesse, dans toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Personne vous demandera de porter des documents trop lourds ou de vous déplacer 36 000 fois dans la journée dans un open space ou de rester debout à des réunions, à une présentation. Voilà, vous êtes responsable marketing, vous faites une présentation, vous êtes enceinte, on le voit. Passer les 3 mois, souvent on le voit. Donc, je pense que non, il n'y a aucune crainte et c'est pas leur intérêt non plus d'avoir un souci pendant la grossesse. Ça veut dire un arrêt de congé maternité plus tôt. Donc, ça veut dire une salariée en moins, plus la médecine du travail qui peut leur poser des soucis. Donc, je dirais non, il n'y a rien qui oblige une salariée enceinte à faire des gestes qui pourraient la mettre, elle ou l'enfant, en danger, bien sûr. Maëlys, c'est une question intéressée? Oui, aussi, pour savoir un peu, voilà. Souvent, il y a une adaptation quand on annonce qu'on est enceinte. Passer les 3 mois, souvent. Il y a une adaptation parfois des postes de travail. Moi, pareil, à titre personnel, à un moment où j'étais enceinte, j'ai arrêté les déplacements. Ils l'ont très bien compris, alors que je n'arrêtais pas de me déplacer. Du coup, on a utilisé les visioconférences avec tous mes interlocuteurs. Mais ça, vous l'avez pas fait au début, vous l'avez fait Passer les 3 mois. Passer dès que la première échographie vous confirme que tout va bien. Et je l'ai institué jusqu'à à mon retour de congé maternité. Mais vous aviez un poste à responsabilité. Oui, vous pouviez le faire. Vous managez une équipe. Si je suis dans l'équipe, est-ce que vous auriez, à l'époque, très sincèrement, Anna Fernandez, si vous aviez eu quelqu'un de votre équipe qui était enceinte et qui ne pouvait plus voyager, ça vous aurait pas posé de problème? Aux achats, ça a été le cas et on a arrêté les voyages. C'était une acheteuse qui allait sur les tournages de films publicitaires et on a arrêté dès qu'elle nous a annoncé que ça se passait bien et que je savais qu'elle était enceinte. Mais on a attendu la première écho. Que ça se passait tout bien, mais on a arrêté de faire de faire tous les voyages et donc j'ai délégué un homme, c'est vrai, un autre acheteur sur les tournages le temps que ma collaboratrice reprenne le poste sereinement, tranquillement après. Merci beaucoup Maëlys d'être intervenue. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors ça c'est important puisqu'on parle de comment retrouver du travail quand on est une femme dans ce monde qui semble un peu hostile pour les femmes. La question de Maëlys va nous amener évidemment à parler d'être enceinte. Voilà. Tout à fait. Et c'est évidemment pas le moment d'aller chercher un emploi puisqu'on sait très bien que dans quelques mois on va être, ça paraît logique. Oui, alors c'est la difficulté. Si tant est qu'on le sache, parce que si effectivement on est à la recherche d'un emploi et qu'on ne sait pas encore, on signe le contrat de travail, on commence le travail et puis on voit et on se rend compte qu'on est enceinte, dans le mois. C'est une surprise pour vous, ça va être une grosse surprise pour l'employeur. Et alors c'est vrai que souvent j'ai eu des clientes dans ce cas-là où ils sont en train d'essayer d'avoir des enfants par des FIV et autres types de procréation artificielle, et ils se disaient mais je cherche un emploi, mais on est en plein protocole et si ça fonctionne,
qu'est-ce que je vais dire à mon employeur? Alors, moi, je dirais, il faut jouer l'honnêteté. Ça paye. J'ai eu aussi le cas de clientes qui l'ont dit, voilà, à la question, voilà, vous avez 33 ans, avez-vous une famille? Parce que les recruteurs posent la question, quand ils voient un certain âge. Donc, du coup, l'honnêteté paye souvent. Voilà, voilà, oui, nous sommes dans un protocole. Je signe, voilà, très bien, carrément, je suis en train de suivre un protocole, donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je peux commencer le travail, dans un mois, dans 15 jours, mais ça peut arriver. Après, voilà, ça dépend le poste, ça dépend l'état d'esprit de la personne, du recruteur, voilà, s'il est papa, s'il est maman, si lui-même a connu ce type de protocole, et voilà, et a beaucoup de bienveillance et d'empathie, et accepterait. Après, bien sûr, vous avez des employeurs qui ne vont pas accepter que pendant la période d'essai, vous leur annonciez, je suis enceinte alors de 2 mois, 3 mois ou de 15 jours. La période d'essai sert à couper le lien, le contrat de travail. On n'a pas à donner de raison. C'est vrai qu'ils font quand même très attention qu'une salariée qui annonce qu'elle est enceinte et elle est en période d'essai et on lui dit lundi prochain tu ne reviendras pas, il y a vraiment un effet, il y a une cause entre le propos et la décision, mais ça reste que quelque chose d'oral. Il n'y a pas d'écrit. Surtout pour donner un justificatif d'arrêt de période d'essai. Alors ça tombe bien que nous évoquions les femmes enceintes et puis le plaisir de donner la vie sur Sud Radio dans Service Compris. On a Clara qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Clara. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On vous écoute. Oui, alors je me posais la question puisque en fait je suis avec mon copain depuis un certain moment et puis on envisage d'avoir des enfants et il se trouve que je suis aussi actuellement en pleine recherche d'un emploi et donc je me demandais si j'avais le droit de refuser de répondre à la question d'envisager en fait de commencer une famille au moment de mon entretien. Alors en fait, est-ce que vous pouvez refuser de répondre à cette question? Est-ce que vous avez des projets de bébé? C'est généralement... Oui, vous allez fonder une famille. Voilà, vous êtes en couple, vous allez fonder une famille, vous avez la trentaine. Alors, vous pouvez refuser. Vous pouvez refuser. À l'inverse, moi, j'aime bien que mes clients donnent la réponse que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas un sujet d'actualité. Rassurez-les. Voilà, c'est pas un sujet d'actualité, même si, 6 mois plus tard. Même si ça l'est. Ah. Alors, est-ce qu'on revient sur l'honnêteté que vous préconisez précédemment? Alors, soyons clairs toutes les deux, en tant que femme et en tant que salariée. Si vous commencez un poste, vous allez, donc cette période d'essai, il faut faire votre nouvelle carte de visite auprès de cette entreprise, de cet employeur, montrer toutes vos compétences, votre implication, votre engagement. Si vous tombez enceinte, ce que je vous souhaite un jour, vous allez être pris par un autre projet personnel. Votre corps aussi va changer. Il y a une fatigue, on va pas se le cacher. Donc l'implication, ça veut dire que vous prenez à peine le poste, vous commencez à être crédible et à reprendre confiance en vous dans vos compétences, que 3-4 mois plus tard, vous allez partir. Avec une coupure pour un premier enfant de 3 mois, voire peut-être des fois 4 mois. Avec les soucis après de nounou et de crèche, de garde d'enfants. Si ça fait longtemps que vous cherchez un emploi, dites-vous, est-ce que ça vaut pas le coup de retarder d'1 an mon projet de famille, le temps, de gagner votre place, de gagner votre place en entreprise, votre crédibilité, et 1 an plus tard, quand on a 30 ans, 33, 32, 35, dernier enfant, moi je l'ai eu à 40, donc, et j'en ai 3, donc on a le temps d'en avoir. Après, ça dépend de chacun, bien sûr, oui, ça dépend de chacun. Mais et après, si c'était pas, pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais si c'était pas dans ma priorité, j'ai le droit quand même de refuser en lui disant Qu'est-ce qui ne serait pas votre priorité? D'avoir des enfants, puisque là effectivement aujourd'hui oui j'aimerais en avoir, mais on ne sait jamais de quoi demain est fait, donc ça se trouve ça se fera, ça se trouve ça se fera pas. J'ai le droit de refuser de répondre à cette question. Ou alors c'est ce que disait Anna, ce n'est pas d'actualité. Dites simplement ce n'est pas d'actualité. Quand on refuse, qu'est-ce que vous allez lui dire? Écoutez, c'est votre question est trop intime, je refuse d'y répondre. Est-ce que j'ai pas le droit justement d'invoquer le droit que une femme est en droit de tomber enceinte, de fonder une famille sans avoir forcément à me justifier auprès de mon employeur? Alors moi je dirais, quand on vous connaît pas et que vous êtes en entretien de recrutement, ça va pas donner envie de vous prendre, entre nous. On va se dire, elle est pointilleuse, elle cherche le petit pouls. Je cherche pas forcément le petit pouls, mais comment dire, je crois en les femmes, en leurs droits, et donc pour moi, il n'est pas du tout raisonnable qu'un employeur me demande si un jour ou non j'ai envie d'avoir un enfant. Tout à l'heure, je disais bien, la mixité et la parité est en théorie dans notre société.
en général. Et dans la plupart des entreprises en particulier. Donc je dirais que pour ne pas vous mettre en porte-à-faux, on ne vous connaît pas, on vous convoque sur des compétences lues sur un CV. La personnalité, votre savoir-être passe bien et tout. Arrive cette question, si on vous sent un peu tendu, je pense que vaut mieux une façon un peu diplomate de dire ce n'est pas un sujet d'actualité, ça arrivera, je l'espère, dans ma vie. Voilà, vous êtes très clair, voilà. Oui, c'est ça. Vous êtes, je suis une femme. Je suis une femme et j'espère, voilà, sauf souci devenir maman, devenir maman, ok. Très simplement, en fait, tout simplement. Sans être, Mais voilà, je dirais, je suis pas dans le poussif, parce que du coup, tout le plus de l'entretien, vous pourriez le perdre en ayant peut-être un comportement un peu trop direct sur la et mûr, voyez. Mais j'entends bien ce que vous dites et je suis la première à le comprendre et l'accepter évidemment. Mais voilà, je dirais, jouons plutôt sur la diplomatie. Est-ce qu'on peut être un peu, pas provoque dans le mauvais sens du terme, mais dire, ce soit la personne qui nous reçoive, homme ou femme, en disant à cette question, et vous avez des enfants? Est-ce qu'on peut se permettre si la personne me demande, est-ce que vous avez des projets d'enfants, évidemment, on peut répondre de façon naturelle, écoutez, je suis une femme, pourquoi pas, mais et vous-même? Ah oui, alors là, je pense que l'humour en entretien de recrutement, et peut-être pas tout de suite, voilà. En revanche, voilà, quand vous êtes embauché et que votre manager ou le DRH vous en parle parce que ce sujet n'a pas été évoqué dans l'entretien de recrutement, mais vous êtes déjà dans la société. Oui, là, j'utiliserai peut-être l'humour, mais au début, non, parce que voilà, tout le monde n'est pas peut-être accepté. Imaginez en plus que vous dites ça à une personne, à une femme ou à un homme, et vous lui dites et vous, et ça lui fait une mine mais super triste parce qu'en fait, ils ont pas pu en avoir dans son couple. Il y a eu un problème, on ne le sait pas. Ils en ont eu un et il est malheureusement décédé. On ne sait pas dans la vie de chacun ce qu'il y a. Donc, ce genre de questions un peu poussives, je dirais non, c'est pas de l'humour. Bon, voilà, à double titre. C'était pas de l'humour, c'était un peu de... Provoque. Oui. Ou de remettre en place le fait que chaque être vivant sur cette planète a un jour ou un autre envie de créer une famille et qu'effectivement... Oui, voilà. Mais on connaît pas l'histoire des personnes. Clara, merci beaucoup d'être intervenue. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de m'avoir répondu. Bonne journée avec Sud Radio. Service compris continue évidemment. Encore quelques minutes pour ce sujet des femmes et de l'emploi. Je voudrais maintenant évidemment qu'on recentre bien sur je suis à la recherche d'un emploi, je suis une femme. Quels sont les conseils, les astuces au-delà de ce que vous nous aviez dit en début d'émission, c'est-à-dire déjà mettre à plat toutes les qualités que nous avons pu prouver dans d'autres vies professionnelles, voire même dans des vies public et privé, puisque si je fais partie d'un milieu associatif et que je fais des choses... Tout à fait. On a des compétences professionnelles, on a des qualités personnelles. Dans les deux cas, elles ont pu être développées dans l'environnement professionnel comme dans l'environnement personnel. Voilà, moi j'ai accompagné des femmes qui n'ont jamais travaillé en tant que salariés et pour différentes raisons ont eu besoin de trouver des emplois salariés, mais en dehors d'être maman, on revient sur le sujet, elles ont fait du bénévolat, actives dans différentes associations, avaient des talents manuels, que ce soit de cuisine ou autre, et grâce à ça, on fait des reconversions. Donc ça, c'est très important d'utiliser toujours nos compétences et se dire que à compétences égales entre un homme et une femme, bien sûr, on peut décrocher le même emploi et avoir une évolution de carrière dans l'entreprise. Alors, à petits pas, sûrement. Faut oser. Souvent, le frein, on en parlait tout à l'heure, le frein, c'est que on refuse de prendre le pouvoir. Quelle image je vais avoir? Je vais être celle qui pousse les autres. Je vais être trop ambitieuse, voire arriviste. Donc ça, un homme ne va pas être gêné par ce type de poncif. Alors qu'une femme va se le dire. Et donc, elle va refuser peut-être d'ambitionner, de postuler à des postes, de dire « Ah tiens, c'est encore Eric. Eric a avancé. Eric et moi, on a été embauchés la même année. On n'a pas la même évolution. » Mais peut-être Eric a osé saisir une opportunité, a osé se vendre mieux. Voilà, toujours ce point important. Et puis toujours cette culpabilité qu'on a avec cet équilibre de vie perso et vie pro, de se dire « Ah, mais si j'ai un poste à responsabilité, je vais avoir moins de temps en famille. Je vais être moins disponible pour mes collègues. » Sans parler de la famille, de mes collègues. Ah, je deviens la chef de mes collègues. Comment ils vont le prendre? Moi, je mangeais à la cantine avec eux tous les jours. Est-ce que demain, je pourrais les tutoyer? Est-ce que je pourrais rigoler à table et être pas d'accord avec elles dans une réunion quelques minutes plus tard? Est-ce que la femme se pose plus de questions que l'homme dans ce milieu professionnel de rapport à l'autre et tout? La femme se dit, je dois être une très bonne élève. Elle a été éduquée par maman, par les écoles, à être toujours la bonne élève. Donc au travail, elle se dit je dois être la bonne élève partout et à la maison aussi. Et c'est pas facile de tout gérer. 0826 300 300, on continue de vous accueillir. Manon nous rejoint sur Sud Radio. Bonjour Manon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Ça va très bien. On vous écoute Manon.
Alors moi, je suis dans une boîte de com. Et du coup, en fait, je suis très timide dans la vie. Enfin, j'ose pas trop m'imposer. En fait, ça me freine vachement pour évoluer, en gros, dans mon travail. Et j'ai peur, en fait, vraiment que ça me freine toute ma vie, quoi. Ah oui, tout à fait. Alors, dans cette agence de communication, quelle est votre fonction? En fait, c'est une boîte de prod. Et moi, je m'occupe, en fait, de la communication. En fait, c'est pas vraiment une boîte de communication. Moi, je suis à la communication. Et oui. Et du coup, je m'occupe de médiatiser un peu. Boîte de production audiovisuelle, Manon? Oui, audiovisuel. D'accord. Et donc, vous êtes un peu un community manager, un peu? C'est-à-dire que vous donnez du contenu pour les réseaux? Exactement, oui. C'est ça, ok. D'accord. Alors, est-ce que la timidité, effectivement, comme nous le dit Manon, ça peut être un frein. Oui, ça, c'est clair qu'elle prendra moins de place parce qu'elle va s'effacer. Alors, ce sera peut-être au détriment d'autres collègues. Voilà, je parlais de saisir des opportunités. Après, il faut qu'elle se demande, cette timidité, c'est parce que vous n'êtes pas sûr de vous, de vos compétences, parce que vous êtes une jeune qui commence sa carrière professionnelle, parce qu'à côté de vous, il y a des gens qui prennent beaucoup trop de place. Du coup, vous avez pas de place pour vous. C'est à se poser la question aussi, vous avez été recruté, donc pour des compétences, ça fait peut-être X temps que vous êtes là, vous a-t-on complimenté, est-on content de vos prestations, de vos services? Est-ce que vous avez des retours qui pourraient vous confirmer que vous êtes bien à votre place, même si vous ne savez pas vous vendre beaucoup pour l'instant? Votre réponse sur Sud Radio, Manon? J'ai pas forcément eu de mauvais ni de bons retours, et je travaille avec des gens qui se montrent pas mal et qui ont beaucoup d'assurance, et beaucoup d'hommes aussi, et du coup c'est dur de trouver sa place, en fait. Alors du coup, concrètement, parce qu'il nous reste malheureusement plus qu'une minute. Alors concrètement, deux petits conseils. Premier conseil, demandez à votre manager ou à votre responsable, ça fait combien de temps que vous êtes en poste? Ça fait 3 ans. Ok. Vous faites des entretiens annuels chaque année? Oui, tout à fait. Bon, voilà. Donc, il faut profiter de ces entretiens annuels pour avoir un retour, de leur demander un feedback de qu'est-ce qu'ils pensent de votre travail, en dehors des objectifs atteints et du contenu de l'entretien. Est-ce qu'ils sont contents? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ces fameux hommes, notamment là, qui prennent beaucoup de place, regardez comment ils font. Comment ils font pour prendre de la place? Est-ce qu'ils parlent souvent? Est-ce qu'ils sont là à beaucoup de réunions? Est-ce qu'ils savent écrire et du coup ils mettent en copie le monde entier, entre guillemets, pour donner de la visibilité? Essayez de copier une ou deux petites choses simples qu'ils font pour vous les approprier et vous habituer. Vous allez voir que ça va vous faire gagner aussi des onces peu à peu de confiance en vous. Ben voilà, Manon. Vous avez ce qu'il faut pour travailler toute l'après-midi. Merci Manon, à bientôt. Merci, j'espère que les conseils de notre invitée Anna Fernandez d'Energy Coaching pourront vous aider à vous sentir mieux et à prendre la place que vous méritez au sein de cette entreprise. La timidité, effectivement, qui est une des explications aussi des fois de carrière un peu ralentie. On aura l'occasion bien sûr de reparler emploi avec vous, Anna Fernandez, et puis d'être coachée pour se sentir encore mieux demain dans notre vie professionnelle. Et c'était un vrai plaisir de vous avoir en notre compagnie. Merci Laurence, à bientôt. Merci, à bientôt. À suivre dans Service Compris pour le tout dernier sujet de notre rendez-vous, nous allons parler de donation. Et oui, alors toutes vos questions sur la donation, c'est tout de suite au 0826 300 300. Je vous propose d'en parler et de rencontrer notre